Ok, on va attaquer donc un nouveau chapitre. Pour vous donner un ordre d'idée, donc on a terminé un gros bloc de physique avec les troisièmes. Maintenant, on va attaquer le bloc de chimie. Alors, pour attaquer le bloc de chimie correctement, on va déjà reprendre un peu sur une base un peu théorique qui normalement a déjà été abordée l'année dernière. Alors, c'est pour ça que je vous présente ici une petite bande dessinée qui va résumer l'état actuel des choses. Pour pouvoir s'intéresser donc à la chimie, il faut déjà s'intéresser à la constitution de la matière. Et donc pour rappel, hein, c'est un cheminement qui est fait depuis l'Antiquité avec Démocrite, qui a considéré que la matière était constituée de petites particules, et ces petites particules, on va les appeler donc atomes et molécules. Pour expliquer un peu son raisonnement, il s'est dit simplement, donc avec le coup de la plage, mais aussi avec le fait que si je prends un morceau de matière, un morceau de mon livre par exemple, je le coupe en deux, cette moitié, je la recoupe en deux, cette remoitié, je la recoupe en deux, cette remoitié, je la recoupe en deux, je tombe ça à l'infini, je vais bien finir par tomber sur quelque chose qui n'est plus coupable. Et cette particule de base qui constitue l'intégralité de la matière, il fait l'analogie donc avec le grain de sable, il va appeler ça atome. D'accord? Alors bien évidemment, bien plus tard, Dalton et Perrin ont réussi à reprendre l'idée en la justifiant avec des faits un peu plus précis, avec des expériences. Et là, par contre, on va s'intéresser donc à un peu plus de détails concernant l'atome, notamment au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'au final, on s'est un peu rendu compte que l'atome, il y a encore des choses à l'intérieur. Alors qu'à la base, on pensait que c'était la plus petite particule existante au monde. Je laisserai ceux qui vont à l'université pour encore se rendre compte que ce qu'il y a à l'intérieur de l'atome peut être encore redivisé et ainsi de suite. Alors nous, ce qu'on va faire, alors attention, ça va faire peur parce que je veux vous entraîner à une chose, c'est l'étude de documents multiples. Donc l'activité qu'on va traiter aujourd'hui va reprendre cette histoire d'atomes, ok, mais on va aller un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que la matière est constituée d'atomes, certes, mais ces atomes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je viens de me rendre compte, excusez-moi, qu'il y avait un petit bug ici. Donc ces atomes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? De quoi ils sont constitués? Quelles sont leurs propriétés? Et à partir de là, on pourra reprendre tranquillement sur les molécules et arriver comme ça jusqu'aux transformations chimiques. Comme je dis, l'objectif, alors je sais que ça fait beaucoup de documents, mais c'est ça. Donc mon objectif avec cette activité, c'est vous entraîner, hein, tant qu'on est à distance, sur l'étude massive de documents et récupérer et repérer rapidement les informations des documents. Donc, s'il y a le trait ici, c'est tout simplement pour vous dire qu'on ne fera pas la question 1 ici. Elle n'est pas hyper intéressante. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez les questions 2, 3, 4, 5 et 6. Ok, donc ceux qui sont déjà à l'aise, vous pouvez mettre déjà la vidéo sur pause et essayer de faire les questions 2, 3, 4, 5 et 6. Toutes les réponses sont dans les documents. D'accord? Donc toutes les réponses sont dans les documents, il n'y a pas à trop normalement réfléchir. La difficulté, c'est justement que vous avez plein de documents et vous devez récupérer les informations correctes dans ces documents-là, en fonction bien évidemment de la question. Ok? Donc c'est ce que je veux traiter ici. Bien évidemment, rassurez-vous, je ferai un bilan à la fin pour un peu résumer cette histoire, ce que je veux que vous reteniez de un peu tout ce blabla. D'accord? Donc comme d'habitude, je vais faire l'explication question par question. Si jamais vous avez besoin, vous retrouvez le timecode dans la description si vous voulez avoir l'explication que de la question 5 par exemple. Ok? Alors commençons avec la question 2. Alors quelle particule a été découverte par J.J. Thomson? Alors Thomson, c'est qui? C'est un scientifique. D'accord? Différent de ceux que je vous avais montré juste avant. D'accord? C'est un autre scientifique qui lui a vraiment détaillé un peu plus ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors Thomson, il a découvert quoi comme particule? D'accord? Il a découvert que l'atome était divisible et qu'il y avait en fait des choses à l'intérieur. C'est quoi? Et notamment quelle est sa charge électrique? Parce que un peu au même principe qu'un aimant, la particule que Thomson a trouvée, on s'est rendu compte qu'il a des propriétés électriques, c'est-à-dire que, un peu comme un aimant, il va être capable d'être attiré ou de repousser d'autres particules. C'est l'idée. Alors votre objectif, quel document parle de Thomson? Quel document va parler justement de Thomson?
Si vous trouvez ce document-là, vous pouvez voir quelle est la particule qu'il a réussi à trouver. D'accord? Donc, cherchez Thomson et cherchez particule pour essayer de voir où se trouve la réponse. D'accord? Troisième question. Dans quelle partie de l'atome est concentré l'essentiel de sa masse? Là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver dans quel document on va vous parler de la masse de l'atome. C'est-à-dire, quand on parle du poids, quand on parle de la masse, ainsi de suite, ça on les a déjà vus avant, mais donc dans quel document on vous parle de la masse d'un atome? Pareil, si vous trouvez quel document vous parle de la masse, si vous trouvez le mot masse, vous arrivez à trouver la réponse sans difficulté. D'accord? Donc là, l'objectif, c'est ça. C'est trouver le document, dans l'intégralité du texte qui est là, quel document vous parle de masse. D'accord? C'est ça que vous devez chercher. Question 4. Quelle expérience a permis de déduire que le noyau est très petit par rapport à celui de l'atome? Pourquoi a-t-elle remis en cause le modèle de Thomson? Alors la première partie de la question, là c'est relativement simple. Pour savoir dans quel document je vais trouver la réponse, il faut que vous trouviez le document qui va vous parler d'expérience. D'accord? Dans quel document on vous parle d'une expérience qui a permis de mettre en évidence d'autres propriétés? D'accord? Et cette expérience, d'accord, ça va vous dire effectivement qu'il y a une différence de taille entre le noyau et l'atome en lui-même, la taille de l'atome en lui-même et du noyau. Ça doit peut-être vous indiquer déjà que l'atome, il y a deux parties. Il y a une partie un peu globale et une partie centrale qui est le noyau. Alors quelle est l'expérience qui a permis de mettre ça en évidence? Okay. Cherchez le mot expérience, ça c'est relativement simple. Un petit peu plus technique par contre, pourquoi a-t-elle remis en cause le modèle de Thomson? Alors quel document vous parle de Thomson? C'est le Doc 2. D'accord? Le Doc 2 me parle de Thomson. Alors il faut comprendre, pour répondre à cette question, faire la différence entre ce modèle-là, le dessin qui est là est pas anodin, regardez bien ce dessin-là, ok? Et le dessin, ici, là, qui est le nouveau modèle qui est mis en place par l'expérience. Simplifié, quelle est la différence entre ce dessin-là et quelle est la différence entre ce dessin-là? D'accord? Et pourquoi l'expérience qu'on a fait a permis de dire, finalement, ce modèle-là, c'est pas le bon. D'accord? Donc, identifier pour la question 4, la deuxième partie, là, quelle est la différence entre le dessin de Thomson et ce dessin qui est là? Ok? À vous d'être un petit peu plus logique, là, c'est un peu difficile, par contre. Question 5. La question 5, dans le modèle planétaire, où se situent les protons chargés positivement, les électrons chargés négativement, que dire de leur nombre respectif en justifiant la réponse? Alors, le modèle planétaire, pareil. Pour savoir dans quel document je vais trouver les réponses, il faut chercher quel document me parle de ce modèle planétaire. D'accord? Donc si vous savez le document qui vous parle du modèle planétaire, vous savez où est-ce que vous pouvez trouver les réponses. D'accord? Alors dans ce document, il faut que je cherche les protons chargés positivement. Où est-ce qu'on a les charges positives? Voilà la question. Où se situent les charges positives? Donc regardez dans le document qui vous parle du modèle planétaire, où se situent les charges positives. Okay. Idem, où se situent les charges négatives? Donc dans le même document, parce que c'est toujours le modèle planétaire. Okay, donc où se situent les charges négatives, où se situent les électrons? D'accord? Et que peut-on dire de leur nombre respectif? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire entre le nombre de protons et le nombre d'électrons? Alors faites attention, cette partie-là, cette partie où on vous parle du nombre de protons et d'électrons, il ne se situe pas vraiment dans le modèle planétaire. Il faut chercher dans un autre document. Là, c'est un petit peu plus difficile. D'accord? Il faut chercher dans un autre document. Qu'est-ce que je peux dire entre le nombre d'électrons et le nombre de protons? Qu'est-ce que je peux dire entre le nombre de plus et le nombre de moins? Ok? Si déjà vous arrivez à trouver ça,
Normalement, vous arriverez sans trop de difficulté à justifier la réponse. Mais déjà, regardez donc dans un autre document, clin d'œil par rapport à ce que je suis en train de montrer. Qu'est-ce que je peux dire entre le nombre d'électrons et le nombre de protons? Qu'est-ce que je peux dire entre le nombre de plus et le nombre de moins? D'accord? Question 6. Pourquoi dit-on que l'atome a une structure lacunaire? Pourquoi l'atome a une structure lacunaire? Alors, lacunaire, ça veut dire avec du vide à l'intérieur. La difficulté de cette question, c'est que vous n'allez pas forcément trouver le mot que vous cherchez dans la question. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément trouver lacune ou lacunaire. D'accord? Par contre, vous devez l'interpréter donc à trouver un synonyme. Lacune, lacunaire, ça veut dire vide. D'accord? Alors pourquoi effectivement on parle de structure lacunaire? Pourquoi on dit qu'il a une structure vide? Donc cherchez cette histoire de vide dans un des documents. Idem, si vous trouvez la réponse, vous arriverez à trouver sans difficulté. Bon, si vous trouvez le document, vous arrivez à trouver la réponse. D'accord? Donc cherchez la notion de vide et dites-moi donc pourquoi on parle de structure lacunaire. D'accord? Donc je vous laisse digérer ça tranquillement et on se retrouve pour la vidéo correction. A tout de suite.